imaginer un instant une République du Congo sans médias locaux, sans journaux, sans radio de proximité, sans télévision capable de relayer les réalités de notre société. Un concept difficile à envisager, tant les médias occupent une place essentielle de notre quotidien. Bonjour et bienvenue dans Tribune des médias. Je suis Sandra Bakwika, journaliste reporter et animatrice TV, ravie de vous retrouver pour ce moment d'échange. Alors merci à toutes et à tous d'être présents pour cette émission de discussion interactive où nous allons parler des médias, de la communication et des défis qui font notre monde de communication et notre façon d'interagir. Nous allons recevoir des invités de renom sur ce plateau, au profil varié, journalistes, acteurs du numérique, mais aussi des professionnels engagés sur des questions d'éthique, de formation ou de représentation dans les médias. Des invités que je vais d'ailleurs inviter à venir sur ce plateau sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Donc, Monsieur Roger Ngombe et Wences de la Ville, merci de nous rejoindre sur ce plateau. Bonjour, chers invités. Bonjour. Bonjour. Merci de nous honorer de votre présence. Merci. Alors, je vais maintenant vous laisser vous présenter afin que notre public puisse davantage vous connaître. Merci beaucoup. Je suis Monsieur Roger Ngombe, secrétaire général du réseau panafricain des journalistes section Congo. Je suis également collaborateur depuis près d'une dizaine d'années au Conseil supérieur de la liberté de communication. Monsieur Wences. Je suis Wences Moisvi, journaliste, reporter, rédacteur en chef chez Vox, Brazzaville bien entendu. Et on vient justement pour parler des questions liées à notre noble profession et merci de nous recevoir et de nous inviter. Merci à vous pour ces belles présentations. Alors face à vous, un public tout aussi varié, venu pour vous écouter, partager et poser leurs questions. Donc, pour commencer avec ce premier plateau, je vais vous poser une question qui vous est adressée à tous les deux. Il semblerait que les Congolais se détachent de plus en plus des médias nationaux, se tournant vers les médias internationaux. Êtes-vous d'avis? D'abord, je tiens à remercier l'Union des femmes des médias du Congo parce que vous nous avez invités à cette tribune. Alors, pour répondre à votre question, les Congolais s'intéressent plus aux médias étrangers qu'aux médias locaux. C'est ça, je crois. Oui, je vous demandais votre avis sur ce concept. Oui. Vous savez que quelque chose qui est proche de toi, c'est difficile que tu saches que c'est quelque chose de bien. Mais est bien ce qui revient toujours de l'extérieur. En réalité, les auditeurs n'ont pas cette appréhension de savoir que il nous faut d'abord consommer ce qui est local. Parce qu'il y a les principes journalistiques qui disent la proximité. S'il y a 3 Congolais qui ont eu la mort sur une route à Brazzaville, mais c'est ce qui concerne les Congolais. Mais les médias étrangers sont des médias qui parlent du monde, mais les médias locaux traitent plus de nos problèmes. Donc notre effort des journalistes, c'est de faire comprendre à nos téléspectateurs, à nos auditeurs, et même à ceux qui consultent les journaux, donc nos lecteurs, que on doit commencer toujours à suivre les médias locaux parce qu'il y a le principe de la proximité. C'est un grand principe parce que les médias n'ont pas que l'information à donner. Il y a aussi le social. Hein? Tu peux avoir un parent qui habite Pointe-Noire, qui habite à Ngangalingolo, mais tu peux apprendre que il a été fauché par une moto. Excusez-moi. Donc et l'effort, c'est notre effort. Maintenant, il y a aussi, peut-être qu'ils disent, bon, les Congolais, ils disent, bon, vous traitez trop de politique. Vous ne traitez pas des vraies questions. Bon, donc nous, dans notre travail journalistique et quotidien, nous devons faire des efforts également de traiter ce qu'on appelle les chaînes écrasées, les people, comme ça pour attirer aussi beaucoup d'auditeurs. Donc c'était l'effort qui est demandé aussi bien au public congolais, mais à nous-mêmes aussi des professionnels, de faire des efforts, d'avoir les informations qui intéressent. Toujours les principes du choix de la nouvelle, hein, les critères du choix de la nouvelle. Il y a la proximité, il y a l'intérêt aussi. Voilà, donc nous, on va traiter des questions intéressantes qui peuvent
faire que les Congolais s'intéressent à nos médias. Alors, Monsieur Roger, vous parlez justement de l'amélioration des contenus. On y reviendra dans une prochaine question. Wences, j'aimerais avoir votre regard. Oui, je pense. Quand on parle de cette question, il faut pas oublier ceux qui sont au niveau de l'Interland, ceux qui sont au niveau des localités, ces populations qui se nourrissent de l'information qui est relayée, information diffusée à travers des radios communautaires, on n'oublie pas aussi. Et vous savez aussi que la radio Congo est beaucoup consommée. Donc après, ça reste à relativiser quand on dit est-ce qu'ils aiment plus les contenus de chez nous, encore sur plus nos médias. Et après, au-delà de cet aspect de l'Interland, il faut comprendre aussi que est-ce que quand ils vont sur les médias internationaux, les médias étrangers, est-ce que c'est pour suivre vraiment l'information ou encore c'est pour aller sur d'autres programmes? Parce que ce qui différencie aussi ces médias étrangers des nôtres, c'est qu'ils ont assez de moyens pour proposer des grilles de programmes qui sont variées. Vous avez par exemple celui qui aime plus sur le cinéma, c'est très difficile qu'on ait un média ici, on n'a presque pas un média dédié au cinéma. Celui qui aime suivre la musique, il n'y a pas un média au Congo dédié à la musique. Donc, je pense que c'est un avis qui est partagé et puis qui est à relativiser du point de vue d'abord ceux qui sont au niveau de l'Interland, qui toutes les fois sont connectés à travers les différentes radios que nous avons, radio communautaire, tout comme la radio nationale, la radio Congo. Et puis aussi, on sait que au niveau des principales villes du pays, les gens se nourrissent bien des informations qui sont aussi diffusées à travers nos ondes, à travers nos télévisions. Sinon, nous, on n'allait plus travailler. Alors, Monsieur Roger, vous avez parlé de l'amélioration des contenus produits par les journalistes congolais. Et justement, ces journalistes-là exercent leur métier dans un contexte marqué par des exigences déontologiques, des contraintes rédactionnelles et aussi des questions de régulation des organes habilités. Et donc, sur ce point-là, selon vous, qu'est-ce qui limite l'épanouissement du métier de journaliste au Congo? Le cadre juridique, non, je vais vous dire que le cadre juridique congolais est un cadre juridique qui donne les possibilités aux journalistes de bien faire leur métier. Vous permettez que je vous rappelle un peu ce cadre juridique? Nous vous écoutons. Merci. Alors, nous avons un cadre juridique qui est encadré par 3 lois. Nous avons la loi organique numéro 27 2022 du 29 juin 2022 qui modifie, complète certaines dispositions de la loi organique numéro 4 2003 du 18 janvier 2003 déterminant les missions, l'organisation, la composition et le fonctionnement du Conseil supérieur de la liberté de communication. Nous avons la loi 8 2001 du 12 novembre 2001 sur la liberté de l'information et de la communication. C'est là que nous allons insister. Et nous avons la loi 15 2001 du 3 décembre 2001 relative au pluralisme dans l'audiovisuel public. Oui. Donc, la loi 8 dont je viens de parler est une loi très fondamentale. Elle est applaudie par beaucoup de pays parce que elle donne la possibilité aux journalistes d'exercer librement leur métier, de ne pas faire la prison, vous le connaissez bien d'ailleurs. Maintenant, les limites sont parfois dans notre tête. Les limites sont parfois dans nos rédactions. Pourquoi? Mais parce que les journalistes se disent, est-ce que mon chef de la rédaction va accepter que je parle de telle information? Et pourquoi le chef l'accepterait? Très bien, mais parce que le chef de la rédaction, lui, il sauvegarde sa fonction. Il sauvegarde beaucoup d'acquis. Et ils se disent, peut-être que cette information aura tel impact dans tel milieu et je ne veux pas que vous parliez de ça. Excusez-moi, Monsieur Roger, mais si le chef sauvegarde ses fonctions, c'est qu'il a peur de quelque chose. Peut-on avoir peur de quelque chose que nous n'avons jamais vu? Vous savez que dans la tête de nous les hommes, il y a toujours la pesanteur. Parfois, ça n'existe pas. Parfois, c'est imaginaire. Mais la loi sur la liberté de l'information nous accorde beaucoup d'ouverture. Je ne peux pas être au cours d'une émission en train de lire toutes les dispositions de la loi. Mais sachez que je renvoie les gens à lire cette loi, à comprendre que c'est une loi qui donne beaucoup d'ouverture. Maintenant, et si nous-mêmes nous créons des barrières dans nos têtes,
Bon, ça, je ne peux pas savoir, mais chacun a ses raisons. Mais ce qui est vrai, c'est que le cadre juridique congolais est un cadre juridique qui n'est pas trop contraignant. C'est un cadre juridique qui est quelque peu libre par rapport à d'autres pays. Et je le dis avec un peu de certitude. Merci beaucoup, Monsieur Roger. En parlant de chef de rédaction, nous en avons justement un ici, Monsieur Wences de la Ville. Selon Monsieur Roger, vous, responsable des rédactions, parmi tant d'autres, avez peut-être peur de certaines choses qui n'existent pas, qui se limitent justement à votre conception psychique. Partagez-vous cet avis. Et sachant que vous avez longtemps été journaliste de terrain, vous l'êtes encore, vous avez parlé de certains sujets qui sont poignants et sensibles. Pensez-vous qu'on peut réellement exercer librement au Congo? Bon, déjà, est-ce qu'on peut exercer librement au Congo? Il y a la loi qui donne aux journalistes la possibilité d'exercer librement leur profession. Ça, c'est la loi qui le dit. Et du coup, le journaliste s'entoure de la loi justement pour exercer son métier. Au-delà de la loi, il y a le code de déontologie, l'éthique du journaliste qui lui permet justement d'exercer son métier, mais tout en n'allons pas au-delà des libertés fondamentales, en respectant les libertés des uns et des autres. Ça, c'est ce qui est préconisé. Et après, est-ce que le journaliste a peur? Je sais pas pourquoi et à quel moment le journaliste aura peur. Ça veut dire tout simplement que le journaliste ici, dans le cadre de l'exercice de sa profession, d'ailleurs, on est dans un pays où les délits de presse ne sont plus, on va dire, peut-être entre guillemets, cautionnés. Et donc, ça veut dire que le journaliste peut exercer son métier. Maintenant, il arrive, comme Roger Ngombe le disait tout à l'heure, qu'il y ait des pesanteurs dans l'exercice de la profession. Donc, alors, à ce moment-là, le journaliste doit vraiment s'assurer de l'information qu'il met à la disposition des téléspectateurs, des internautes. On va parler aussi des lecteurs, des auditeurs. Je pense que en République du Congo, la loi est claire en matière de la liberté de presse, mais n'empêche aussi que les journalistes vivent certaines pressions, des pressions qui ne viennent pas directement, on va dire comme ça, du régulateur, mais ça vient souvent des personnes qui gardent l'anonymat. Et ça, c'est aussi le comble, ça porte atteinte à la liberté de la presse en République du Congo. Et vous avez, par exemple, si vous avez suivi le rapport du GIEC sur les questions liées à la liberté de presse, il y a eu certains journalistes qui ont été séquestrés en 2025, voire même 2024. Il y a eu le cas Rosie Piot aussi, une journaliste qui traite une question qui est importante, qui est cruciale, mais qui, comme on dit, dos au mur, ne pouvons pas exercer son métier. Donc, je pense que il y a la liberté de presse. Le journaliste doit s'imprégner de la loi, doit s'imprégner du code et de l'éthique déontologique, justement pour exercer son métier. Mais on n'oublie pas qu'à côté, il y a des pressions. Mais le journaliste doit s'assurer que son information répond aux critères. Son information, il y a une bonne dose d'objectivité, d'impartialité. Il se rend compte aussi qu'il use d'honnêteté dans le traitement de l'information. Sinon, ça sera un peu du libertinage. En effet. Merci beaucoup, chers intervenants, pour ces éclaircissements. Nous allons maintenant passer la parole au public et nous allons recevoir quelques questions brièvement. Je vais donc appeler. La première question nous vient donc de Monsieur Arsène Séverin. Nous allons vous accorder la parole. S'il vous plaît, Monsieur Arsène, vous pouvez poser votre question. La responsabilité des journalistes eux-mêmes à connaître et à appliquer les textes qui régissent leur métier. Nombreux pensent que le journalisme, c'est la liberté. On vient, on fait, comme on a vu à la télé, on a vu en France, on a vu aux États-Unis, on peut faire. Est-ce que, je m'adresse aux intervenants, en tout cas les deux, est-ce que vous avez l'impression que les journalistes congolais connaissent les textes qui régissent leur métier et l'appliquent régulièrement? La parole à qui veut la prendre. Merci. Merci Arsène Séverin. Mais c'est devait être une obligation normalement pour les journalistes de connaître les textes. Parce que le texte, le cadre juridique nous sert de canevas. Ça nous protège. Ça fait que nous connaissons nos droits et nos devoirs. Donc, aujourd'hui, mais Monsieur Arsène Séverin est même mieux placé à travers son organisation, qui est une organisation il viendra en parler justement voilà, sur ce plateau. à travers son organisation d'organiser, excusez-moi, la tautologie, des séminaires pour que les gens assimilent les textes. Aussi, le Conseil supérieur de communication fait un effort depuis longtemps de faire que les gens soient
les journalistes soient informés des textes. D'ailleurs, en 2018, Arsène Sevrin est témoin, nous avons fait évoluer le cadre juridique de la presse au Congo à travers les assises de la presse 2018. Donc, quand nous commencions cette émission, je vous avais dit que notre mal des journalistes, c'est que nous parlons des autres. Nous allons avoir le règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Nous allons avoir le règlement intérieur du Parti congolais de travail ou de l'UPADES. Mais nous ne nous forçons pas d'avoir nos propres lois. Je peux interroger dans la salle ici qui a le recueil de lois. Nous nous intéressons moins à nous-mêmes. C'est quand même bizarre. Une femme qui s'intéresse moins, ou bien un homme qui s'intéresse moins à lui-même. Moi, je m'intéresse à moi-même. Je dois d'abord m'habiller, être bien pour que je m'intéresse à quelqu'un d'autre. Je peux m'intéresser aux autres personnes et ne pas m'intéresser à moi-même. Mais ce que le constat qu'on fait, M. Arsène a raison, c'est que les journalistes ne s'imprègnent pas des lois qui régissent leur métier, mais ils s'intéressent aux lois qui régissent les activités des autres secteurs. Il faut voir comment, avec empressement, les journalistes parlent des experts comptables, ils parlent l'ordre des pharmaciens, avec empressement. Mais parlez avec empressement de votre métier, puisque ce métier a encadré 3 lois plus le code éthique et de déontologie. Mais c'est cela. Donc, c'est cela. C'est cela. Donc, il faut faire des efforts. C'est comme si vous avez honte de votre métier. J'en suis fier. Parce que je suis ce que je suis, parce que je suis journaliste. J'en suis fier. Et je défends ce métier. Il y a 26 ans que je suis dans les médias. Vous voyez, la grande dame qui est ici m'a reçu en 2000, ici. Quand je rentrais de Libreville, elle m'a reçu à Radio Liberté, en face du l'immeuble Bilal, non loin d'ici, en face de l'ambassade de Russie. Voilà, elle me reçoit tout jeune. Et je viens, je voulais faire animation radio. Non. Un doyen qui porte mon nom, Georges Ngobé Malotita, me dit non, tu peux être bien, tu commences à faire les bulletins et tu vas faire le métier de journaliste. Tu files en aiguille, je suis ce que je suis aujourd'hui, 26 ans. Donc, Arsène Sevrin, c'est une interpellation, c'est une incitation à ce que nous aimions notre métier, que nous pénétrions nos textes. Et comme ça, nous allons nous défendre avec aisance. Merci beaucoup, Monsieur Roger Ngombe. Nous allons lire une deuxième question. Cette question nous vient de Jadmir Ferré, qui vous interroge. On va parler avec Monsieur Wences, qui vous demande de citer 2 ou 3 pressions ou barrières qui limitent la conception des journalistes sur la liberté d'expression. Bon, déjà la question est très difficile. Je voudrais ajouter juste quelque chose par rapport à la question de M. Arsène Sevrin, qui est d'ailleurs une interpellation comme Roger Ngombe l'a dit tout à l'heure. Mais on n'oublie pas aussi, Arsène Sevrin le sait, on a trop de braconniers maintenant dans la profession. Les gens qui n'ont rien à voir avec le journalisme, qui chaque matin ont des caméras, ont des téléphones, iPhone, à gauche, à droite, ils font le journalisme. Et ce qui fait que Roger Ngombe interpelle le CRC pour dire que bon, il faut sensibiliser, il faut les répertorier, parce que nous, ce qui nous intéresse plus, c'est la pratique. On veut tout de suite aller à la télé, faire. On veut tout de suite aller aux dépêches, écrire le papier. Quand on l'a publié, on est heureux. On a diffusé notre papier, on l'a publié, c'est bon. Mais après, s'imprégner de tout ce qui est texte, c'est compliqué. D'ailleurs, en évoquant cette question, vous allez vous rendre compte, faites le tour un peu des différents médias. Même la charte de Munich n'est pas publiée dans les organes de presse. Comment on peut travailler à pas de charte? Déjà, dans nos propres organes de presse, on parle de vérité, c'est là. Oui, on dit les vérités ici. Dans nos propres organes de presse. Comment? Notre propre charte. Notre propre charte. Voilà, même notre propre charte. Vous voyez, et déjà dans nos propres organes de presse, difficilement on retrouve un règlement intérieur. Bon, et puis on ajoute encore l'achat de Munich et notre propre téléphonique, hein, où les journalistes se reçoivent. Et moi qui vous parle, j'ai reçu autant d'appels téléphoniques. À un certain moment, je partais vers, à l'époque, il était mon DG. Ça c'est vrai. Ah, mais là, c'est compliqué. On fait comment? Vous voyez? Et c'est quelqu'un qui est très haut placé, qui vous appelle, qui vous dit, j'ai besoin de vous dans mon bureau, tout de suite. Et, vous frémissez à la minute près.
Et du coup, si vous n'êtes pas vous-même serein et vous n'êtes pas sûr de l'information qui a été diffusée, alors c'est très difficile. Il y a aussi, je parle de l'autorité de régulation sur le contrôle de Roger Gobert. À un certain moment, il nous interpelle sans nous avoir suivis. Vous voyez, ils nous interpellent, ils nous ont pas suivis, mais ils nous interpellent. Mais vous avez l'appel du régulateur qui vous dit ne diffusez plus tel élément, arrêtez ça. Mais le régulateur n'a jamais suivi l'élément qu'il faut arrêter. Donc c'est quelqu'un qui est passé derrière le régulateur. Du coup, vous tirez, vous dites bon. On diffuse plus l'élément. Ce sont des choses comme ça où déjà face à votre régulateur, vous êtes exposé, c'est la peur et ajouter à cela la pression, surtout des acteurs politiques qui parlent toujours en gardant l'anonymat. Ils peuvent toutefois dire à votre patron, je veux pouvoir tel exercer dans l'organe de presse. Ça arrive souvent dans l'exercice de notre profession. Et du coup, ce qui fait que les journalistes soient comme aujourd'hui qui rongent la plume, qui n'exercent pas comme il se doit. Je dois compléter sur les pressions. Attention, il y a une très grande pression, la pression monétaire, la pression financière, l'argent. Oui, c'est une très grande pression. Presse, argent, liberté. C'est une grande pression. Et les lobbies, ça existe. Même les grandes entreprises exercent de la pression financière pour changer les lignes éditoriales des journaux. Voilà pourquoi on parle même du mécénat. Il y a même certains journaux qui sont soutenus par les grandes entreprises. Je vous prends un exemple simple. Un homme d'affaires qui vous entretient, vous êtes une belle femme. Et puis qui entretient en même temps ton rédacteur en chef. Mais quand il y a une question qui concerne son entreprise, tu en traites en mettant les pincettes. Tu ne fais plus l'information, tu fais la communication. C'est une pression, hein, la pression financière. Donc, en dehors des pressions politiques, il y a la pression financière qu'on classe dans les pressions économiques. Parce que, parlons sans mettre la main à la bouche, nos médias vivent dans la précarité, la vraie précarité. C'est une question sur laquelle nous reviendrons. Voilà, vous allez y revenir parce que je sais que mais pas il y a les économistes, vous, et pas avec moi. Je sais que j'ai vu un panel des économistes, mais oui. C'est ça le problème. Hein? C'est une pression, une très grande pression. Merci. Bon, je ne vais pas développer parce que les gens vont en parler. Et nous allons prendre une dernière question qui nous vient de Terfi Tombé, qui est vice-président du Cercle de réflexion Agora. Dans sa question, il vous demande la place de la déontologie journalistique à l'ère du numérique. On vit le foisonnement de l'information sur la toile, sur les différentes plateformes numériques et du coup la déontologie doit être ici comme on va dire le fondement pour l'exercice de notre profession. Et ça, il faut bien que tous ceux-là qui veulent bien faire de l'information s'imprègnent de la déontologie, s'imprègnent de l'éthique professionnelle, justement pour ne pas faire entorse aux libertés des uns et des autres. Et puis, vous savez, aujourd'hui, sur la toile, tout le monde se dit journaliste parce que on a son smartphone. Mais après, faire recours à la déontologie, c'est ce qui est recommandé parce que sans déontologie, il n'y a pas de profession. Vous imaginez un chauffeur sur la route, mais qui n'a pas son code de la route, ça va ressembler à quoi? C'est la même chose pour le journalisme. Sans déontologie, il n'y a pas pratique de métier. Si on fait, ça veut dire on fait autre chose que la profession. Un dernier mot, brièvement, monsieur Roger. Non. Tous les médias se valent, que ce soit un média numérique ou un média traditionnel. Et les journalistes doivent retenir ça. Et lorsque tu es responsable dans un média numérique, tu as les mêmes contraintes que celui qui est dans un média traditionnel. Ce qui nous manque aujourd'hui, et ce que je déplore et les autorités doivent faire des grands efforts, c'est que il nous faut organiser le secteur numérique, c'est-à-dire avoir des lois qui soient appliquées aux médias numériques. Mais la déontologie est le même. Souvenez-vous, il y a en 2024, nous avons fait une campagne qu'on appelait être citoyen en ligne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es en train d'écrire pour un média en ligne, tu dois avoir l'éthique et la déontologie. Tu te poses la question suivante: ce que je suis en train d'écrire, laquelle sera l'impact sur ceux qui vont lire? C'est la même question que tu poses comme ça, c'est la même question que tous les journalistes posent aussi la même.
Vous avez tous les mêmes cibles, en fait. Que ça soit médias numériques, je me répète, ou médias traditionnels, vous êtes tous les médias, vous êtes égaux. Donc, les gens se complaisent sur les médias numériques pour penser que non, ils sont à l'abri de la loi. Non. Les médias numériques, on va faire c'est comme, on peut appeler ça une symétrie. Donc, on peut, vous recevez les mêmes sanctions, hein. Faut pas penser que tu es sur un média numérique, tu dis n'importe quoi et que tu ne seras pas sanctionné. Non. L'État est en train de faire des efforts, des vrais efforts, et nous interpellons même l'État pour que le secteur numérique soit organisé, inséré dans la loi au même titre que les médias traditionnels. Merci beaucoup, Monsieur Roger Ngombe. Merci donc à nos deux intervenants pour vos points de vue sur la liberté d'expression des journalistes au Congo. Et nous avons même déjà mis un pied dans le domaine du numérique, domaine que nous allons développer avec nos prochains intervenants. Merci beaucoup.